Eh bien bonjour, nouveau petite session au niveau de Dolibar Inside. On va regarder aujourd'hui la structure des dossiers et en particulier le dossier core. Cette vidéo fait suite à une première vidéo où j'expliquais un petit peu comment étaient structurés les différents dossiers de Dolibar. Donc dans le dossier core, c'est un peu là où on a le noyau dur de Dolibar. C'est là où on va retrouver énormément de choses. Et je dirais qu'avec le temps, on a de plus en plus de choses qui s'installent dans ce dossier-là. On va voir un petit peu pourquoi. Et je vous dirai si c'est pour moi une bonne ou une mauvaise chose. Ça va être, à mon sens, quelque chose d'assez positif parce que ça a tendance à réduire la dette technique et d'améliorer les modules. Je vous expliquerai ce qu'il en est. En fait, donc déjà on a tout un ensemble de dossiers, mais on a aussi tout un ensemble de fichiers, et plus précisément des fichiers de type INC pour inclure. Et notamment, par exemple, on a un truc qui s'appelle build doc. Alors attendez, est-ce que je peux... Je voudrais juste montrer la taille, parce que c'est toujours... La taille, ça donne toujours un petit peu l'idée de l'intérêt ou de la pertinence du module. Vous voyez, le module masse action, par exemple, enfin masse action, c'est quelque chose qui permet au niveau des listes de rajouter des actions supplémentaires. Et ce truc-là, au départ, c'était dans chaque liste. Donc ils l'ont externalisé, parce qu'on a énormément de listes dans Dolibar, pour justement ne plus devoir modifier chacun des codes, quoi. En clair, c'est le problème de la duplication des codes. Avec un système comme ça, avec des fichiers include, on évite d'avoir toujours autant de codes identiques. Par exemple, A du update delete inc de mémoire, c'est un fichier qui permet de gérer tout ce qui a trait à l'ajout dans les modules. Quand on veut rajouter une ligne dans un module, typiquement il va utiliser cet include pour le faire. Ce qui évite de se taper le même code. Alors, toutes les pages de Dolibar n'utilisent pas encore ces includes, mais petit à petit, elles sont amenées à être réécrites et utiliser ce genre de choses. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Il y avait le linked field. Donc, on a pas mal de choses. Il y a toutes les actions par rapport aux extra fields, notamment quand on rajoute et on supprime des extra fields, par exemple. Il y a les mots réservés, ça c'est un autre sujet. Et ça, c'est typiquement quand je crée des extra fields, on va avoir des choses à ce niveau-là qui vont être traitées. Ça évite d'avoir à faire des... ah non, l'extra field, ça c'est le paramétrage, autant pour moi. Le action extra field, en fait, c'est au niveau des modules de paramétrage. Vous savez, quand on fait quand on est dans la configuration d'un module, je prends par exemple la configuration des propositions commerciales, on a les attributs supplémentaires ici. Et donc si on regarde le fameux propal extra field d'administration, qui est dans le fameux dossier admin dont on a parlé tout à l'heure, si je vais dans le propal extra field, il est où? Ah oui, encore une petite subtilité très sympathique, vous voyez, la proposition commerciale propal PHP se trouve dans le dossier admin, et l'attribut supplémentaire, il est dans com admin, propal extra field. Voilà, bon, ça fait partie des petites choses très sympathiques. Et donc là, on voit qu'on utilise justement le require. Donc ça, en fait, ça charge
le fameux fichier action extra field, ce qui évite d'avoir à mettre tout un pavé dans toutes les pages extra field. Dans les petites choses, tiens c'est marrant. Alors ça a peut-être changé parce qu'il me semblait qu'avant on avait un truc qui faisait un test qu'on n'appelait pas directement la page. Attendez, je veux juste vérifier ça. Non, bah alors c'est moi qui me suis trompé. C'est plutôt dans les templates qu'on a ce genre de truc. Ouais, c'est ça. Là, c'est plus du code. Il considère que de toute façon, ça ira pas plus loin. Bien. Donc, en fait, pour revenir un petit peu à ce que je présente, là, on a en fait tous les éléments de type action communs aux différents modules natifs de Dolibar. Et même certains modules externes peuvent utiliser ces includes pour justement ne pas avoir à se retaper du code. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un dossier Ajax qui contient les fonctionnalités liées à Ajax qui sont présentes dans les différents modules. Chose que j'utilise pas trop, mais si, il y a celui-là, l'euro, c'est pour déplacer les lignes de mémoire. Et donc ça va rajouter des petites choses par rapport à l'ordre des lignes, vous voyez. Bon, j'utilise pas trop, mais je sais que c'est là. En fait, c'est le dossier qui va contenir les fonctions communes liées au JavaScript et Ajax. On a le dossier box qui va contenir toutes les boxes des modules natifs, c'est-à-dire tous ces trucs-là, toutes ces boîtes. Typiquement, si on veut la box des factures, elle est ici. Et d'ailleurs, quand on développe un module qui contient une box, alors je fais juste une petite aparté comme ça, j'en parlerai plus après. Je suis pas, mais ici, htdocs facture. Vous voyez, là j'ai un dossier box aussi pour les modules natifs. Donc en fait le dossier box du corps, ça correspond en fait aux différentes boxes des différents modules. Vous remarquerez que ce n'est pas tout le temps le cas. Par exemple, le module ticket, si je me rappelle bien, non c'est bizarre, je pensais qu'il avait un truc là-dedans, mais non. D'accord, autant pour moi. J'allais le tracher, mais en fait non, autant pour moi. Donc on a à peu près ici pas mal de box. Je pensais que le box ticket était dans celui-là, mais non, a priori. Bon, c'est pas très grave. Ah oui, box last ticket est ici. C'est pour ça. Je pensais que j'avais un box ticket, mais c'est pas très grave. Bon, voilà, ça fait partie des petites choses. Ensuite, on va avoir un dossier classe. Alors, chaque module a son dossier classe. Que ce soit les actions, les propals, etc. Chaque module a son dossier classe. Donc, dans le core class, ça ne sera jamais des classes associées à des modules. C'est toujours des classes associées à des éléments. Comme tout à l'heure, je le dis souvent, hein, c'est la taille qui compte, en développement en tout cas et en source. C'est un bon moyen de voir les modules les plus employés. Et on va en regarder 3-4. Alors, le HTML form class, c'est lié à tous les éléments de type sélection et autres. Il y a énormément de... Alors,
Si vous voulez regarder avec Visual Studio Code, vous faites structure, hop, et là on a la liste de toutes les méthodes présentes dans cette classe. Et comme vous voyez, il y en a énormément. C'est là où on a tout ce qui a trait aux éléments. Par exemple, si j'ai une liste déroulante pour gérer le mode de transport, bah, elle est là. Donc là, je vois, ça me crée une liste déroulante pour les modes de transport, une liste déroulante pour le type de prix, une liste, non c'est quoi ça, c'est input reason, je sais plus à quoi ça sert, mais grosso modo c'est un champ de saisie avec son petit input qui va bien. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre sympa, typiquement sélection de la liste des produits. Voilà, en fait on a dans ce form énormément de choses et très souvent on va l'employer. Ça fait partie des fichiers incontournables dans Dolibar. L'autre document hyper important, c'est le Common Object. C'est en fait la base de toutes les classes de Dolibar. Quand vous créez un élément, que ce soit une classe pour une facture, etc., il est toujours basé sur Common Object. Il amène énormément de choses. Par exemple, vous voyez, il y a déjà des variables qui sont présentes, comme les notes publiques et notes privées, qu'on va retrouver dans quasiment toutes les pièces. Idem pour le total hors taxe, la TVA, le total TTC. Idem, l'élément line qui va être l'élément qui va contenir toutes les lignes des pièces. C'est un peu la base. Il y a énormément de choses, même un petit peu trop. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous avais dit que quand on a regardé le changelog, user création avait été mis en deprecated et que maintenant il fallait utiliser depression ID. Ben, c'est là qu'on va retrouver cette déclaration. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? On va avoir énormément d'éléments présents, communs, par exemple les tooltips, etc. Donc plein de fonctions qui vont être propres. Alors si je fais comme ça, voilà. Donc là en fait on a beaucoup de fonctions natives communes. Par exemple l'ajout et la suppression de contacts. C'est ce qui nous permet de gérer l'onglet des contacts dans Dolibar. On l'a ici. Pareil, on a des choses. Fetch contact. Une qui est très utile, c'est Fetch Tripartite. Désolé pour mon anglais. En clair, celle-là, elle est utilisée parce que pour quasiment toutes les pièces de Dolibar, que ce soit les factures, les commandes, les fiches d'intervention et autres, c'est toujours associé à un tiers. Et en fait, le Fetch Repartite, c'est ce qui permet de charger dans l'objet les éléments du tiers. Et donc ensuite, on a un élément tripartite qui va contenir en fait le tiers, c'est-à-dire la société associée à la commande, à la facture, etc., etc. Donc ça fait partie des fetch incontournables. Typiquement, souvent, on veut récupérer les infos du tiers associées à son élément, et si le fetch tripartite n'a pas été fait lors du fetch de l'élément, ce qui peut arriver, pour des raisons de perf notamment, on ne va pas pouvoir trouver cette information. Il y a le fetch user aussi. Enfin voilà, on a beaucoup de fonctions associées à l'élément par défaut. Par exemple, pour affecter l'entrepôt. Enfin voilà, on a énormément de fonctions qui sont amenées avec cette classe
aux différents éléments de l'IBAR. Qu'est-ce que je voudrais vous montrer dans cette liste? Attendez, pourquoi elle n'est pas triée? Triée par le nom. Voilà, c'est peut-être plus simple comme ça. Il y en a quelques-unes que je voulais vous montrer. Voilà, le Fetch Common, ça fait partie des nouveautés qui sont apparues dans Dolibar en fait. Avant, quand on faisait un fetch de base, on allait récupérer les informations directement. Il y a une requête SQL qui était écrite dans le code de la classe. Aujourd'hui, on passe avec le Fetch Common parce que dans les classes, on a une liste de champs. Et donc, on va récupérer cette liste de champs et uniquement cette liste de champs. Alors, c'est pas super. Le Fetch Common est arrivé avec le module, le générateur de modules. Et le vrai problème de ce truc-là, c'est typiquement, on tape que dans une table. C'est-à-dire la table associée à l'élément. Mais si on a d'autres liaisons, par exemple, si je veux avoir les commerciaux, si je tape sur la table société et que je veux avoir les commerciaux, ben, le Fetch Common ne marchera pas. Parce que il n'est pas paramétré pour aller récupérer des éléments d'une autre table. Donc j'avais essayé d'utiliser le générateur de modules et en fait dès que j'ai voulu faire des inner join ou des left join, je me suis rendu compte que bon, j'étais obligé à chaque fois de tout réécrire. C'était pas forcément très utile. C'était même chronophage. Donc voilà. Mais c'est présent. On a la même chose pour les lignes. Donc un petit peu moins gênant, parce qu'on a moins de choses liées au niveau des lignes, sauf souvent le produit malheureusement. Donc c'est pareil. Sur le papier c'est sympa, c'est plein de bonnes intentions, mais c'est pas énormément utilisé. Le add object link lui est pas mal utilisé et va utiliser justement un template pour le module qui va lui permettre de créer des lignes dans le... typiquement quand je rajoute des lignes à mon élément, ça fait partie des fonctions qui sont pas mal utilisées. Ce qui m'étonne, c'est que je sais pas un truc, mais c'est normal. Bon, j'ai aussi tous les is quelque chose pour savoir si c'est du texte, etc., etc. Et tous les prints aussi qui sont liés, cette fois-ci, comment ça s'appelle, aux éditions PDF. Paraître. Non, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis une bêtise. C'est pas les éditions PDF. C'est au niveau des listes, ça vous affiche les lignes les unes à la suite. Là, c'est une ligne au départ. Et là, c'est une ligne, c'est la liste des lignes. Je crois qu'il y a l'un qui appelle l'autre. Bon, il y a énormément de choses. Hein. Je vais peut-être pas vous les faire un par un. Il y a par exemple le statut, pour changer le statut de tel ou tel élément. Il y a un truc qui est assez embêtant avec Dolibar sur les statuts, c'est que le champ statut n'est pas harmonisé. La plupart du temps, c'est FK statut sans S de mémoire, FK statut avec un S, mais dans pas mal d'endroits, c'est juste le statut ou FK statut avec un T. Donc voilà, il y a les petites... voilà, ça fait partie des petites choses qu'il faudrait harmoniser dans Dolibar, qui n'ont jamais été harmonisées, et qui n'ont jamais été mis dans les priorités à faire. Et ça génère du code un peu de pas super bonne qualité, parce que voilà, ça oblige de faire des choses pas très propres, avec plein de cas un peu foireux au départ. Excusez-moi. Mais il y a quand même pas mal de choses. Vous remarquerez aussi il y a les update notes qui permettent de gérer les notes publiques et les notes privées.
Donc c'est pareil, ça fait partie des petites choses utiles dans le... Enfin, le Common Object centralise énormément de code qu'on peut réutiliser de manière plus simple, au lieu de à chaque fois créer ses propres fonctions dedans. Alors juste un truc que je voulais vous montrer aussi, c'est le show input field et le show output field. C'est ce qui permet d'afficher les champs en saisie ou de les saisir. C'est utilisé notamment par les extra fields. Typiquement, quand on modifie un extra field, c'est le input field et le output field qui sont utilisés. Le input pour le saisir et le output pour l'afficher. L'idée étant, d'après ce que j'ai pu voir dans le code, d'utiliser de plus en plus ce champ, enfin ces deux fonctions, pour justement rajouter, pour gérer les champs natifs de Libar. C'est-à-dire de faire un show input et un show output à chaque fois. Quand on veut changer un seul champ à la fois, je précise. Voilà pour la partie Common Object. Ensuite, on en a un qui est très sympathique, c'est extrafield.class, qui permet de gérer en fait tous les champs extrafield. Et en fait, c'est ce qui vous permet de créer, de modifier les extrafields. Voilà, c'est un peu le... Celui-là, il est pas mal aussi. Sachant que les extrafields, vous les retrouvez un petit peu partout dans les modules de Libar et dans vos propres modules. Donc celui-là, il est bien employé. Celui-là, je ne le connais pas. Le form file, c'est lié à l'onglet des éléments. C'est ce qui va vous permettre de faire les enregistrements et de gérer la GED. Idem, il va gérer aussi la génération des fichiers joints. Donc, il est assez intéressant. Celui-là, c'est ce qui permet de faire l'envoi de mail avec le formel class. Les deux, ça c'est ce qui permet de gérer en fait l'envoi des pièces jointes. Non, je fais une bêtise. Ça c'est ce qui permet de faire l'envoi de mail. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? CTRL V. Voilà. Celui-là, c'est vraiment la classe qui permet d'envoyer les mails. Et celui-là, c'est le formulaire qui permet d'afficher cette partie-là. C'est l'objet qui gère ce truc-là. Les deux fonctionnent en parallèle. Autre truc intéressant, c'est le Common Doc Generator. Alors on aura le temps d'en parler vendredi. C'est la classe qui permet de gérer la génération des documents. Elle est assez costaud. On aura le temps de la regarder. Une autre classe qui est importante, c'est la Translate Class. Alors là aussi, c'est celle qui fait la Non, c'est pas celle-là. Attendez, je vous ai dit une bêtise. Elle est où la langue attendez, hop. Ben si, c'est ça, c'est Translate. Parce qu'il y a une classe qui permet de gérer les traductions. Ouais, c'est la classe Translate, c'est bien ça. Et en fait, cette classe Translate, ça crée la fameuse Lanx, qui est une variable commune. Et c'est là-dedans qu'on a le loads Lanx, qui est ici. Voilà, le load, c'est quand vous avez des chargements comment ça s'appelle, de fichiers de langue. Vous savez, je vous en ai parlé. Soit c'est le fichier, soit c'est fichier arrobase, nom du module. Et grâce à ça, ça va vous charger votre fichier de langue qui va se trouver dans votre dossier. Donc si vous avez un module qui s'appelle MyModule, dans le dossier de langue, là ensuite vous avez le FRFR, le ENEN, ENES, etc. et votre nom de fichier. Généralement, le file et le nom du MyModule, c'est la même chose. On a des petits cas exotiques où c'est pas le cas. Je crois que sur les fiches d'intervention, c'est interventionnel. Ça fait partie des choses un peu
comment dire ça? Alors, je vais pas dire que ça freine, hein, mais typiquement, le dossier fiche à terre, il est bien explicite pour ça. Vous voyez, on a donc il y a un dossier fiche à terre, mais si on regarde le fichier de langue, c'est intervention, ce qui est un peu gênant. Idem pour les factures, vous voyez, le fichier de langue il s'appelle bills. Compagnie, c'est pour société. Il y a des choses qui ne sont pas très harmonieuses, on va dire. Je sais qu'ils ont changé la gestion aussi des droits, parce qu'avant, pour fiche inter, les droits, c'est... Ah bah, vous voyez, c'est toujours le cas. C'est toujours fiche E inter pour les droits au niveau des modules. Bon, quand on le sait, ça va, mais quand on ne le sait pas, on peut souvent s'arracher les cheveux. De la même manière, pour les hooks, on s'attendrait à un fichier intercard. Pas de chance, c'est intervention card. Et ça, il n'y a pas vraiment d'endroit où c'est documenté à ma connaissance. Donc il faut toujours aller regarder un petit peu dans le code pour vérifier s'il n'y a pas une sorte de dinguerie comme ça qu'on aurait raté. Je reviens à mon corps. Donc on a vu toute la partie classe. Il y en a énormément, hein, il y en a ouais, 88. Je ne peux pas tous les faire, mais bon, elles sont... c'est bon de savoir qu'elles sont là, et grosso modo, je vous dis, on va les taper dans HTML Form, dans Common Object, extra file assez rarement, voilà, mais bon, vous savez que ça fait partie, c'est un peu l'endroit où on va retrouver des fonctions. J'ai l'impression que dans le développement, ils sont en train un petit peu de décomposer le Common Object. Ils veulent essayer de l'exploser en plein d'autres common quelque chose. Donc on voit que les autres common ont tendance à grossir et les autres et le common object est en train de diminuer. Ouais, je regarde, ce serait marrant de regarder par rapport à d'autres versions de Libar si la taille a vraiment évolué. Et c'est pareil pour HTML Form. Ils sont en train un petit peu de dispatcher dans les différents éléments le HTML Form, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Dossier data, il sert à rien. Moi, je ne sais pas. Ouais, je sais même pas qu'est-ce que c'est que ce truc. Bon, ouais, j'ai appris un truc. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fout là. C'est encore un truc qui me... Bref. Là, on a la classe par rapport aux différents types de bases de données, interface de base. Là, on a le gestionnaire de fichiers. Moi, je m'en sers. Ouais, c'est le... bonne question, je ne m'en sers pas. Donc là, j'ai un petit joker à poser. Le dossier JS avec quelques petites fonctions JavaScript. Celle qui va être le plus utilisée, c'est le time picker, qui est la petite... bon, ça, vous devez le connaître quand vous faites une date. Ah, j'ai fait une bêtise. J'ai cassé le fichier CML. Excusez-moi. Ah oui, d'accord. Autant pour moi. Bon, fausse manip. Oui, donc quand on fait une modification, le picker, c'est celui-là. C'est le date time picker. Il y en a quelques-uns qui sont présents, mais bon, l'histoire des listes aussi. Il y a des choses aussi au niveau des receilles de... Bon, voilà. Par exemple, il y a le gravatar aussi. Quelques petites subtilités de JavaScript, mais bon, on ne va pas forcément trop s'y attendre. Ce qui m'intéresse, c'est le dossier lib, où là, il y a pas mal de petites choses à voir aussi. Et en particulier, le fichier fonction.lib. C'est un gros morceau. C'est là où il y a le plus... en fait,
toutes les fonctions de Dolibar que vous allez utiliser se trouvent là-dedans, généralement. Il y a énormément de... Alors, attendez, si je peux... Voilà. C'est là où on a toutes les fonctions. Alors, petite chose à faire aussi de temps en temps, c'est d'y aller. Et là, vous voyez, il y a un truc qui est tiré. Ça veut dire qu'il est passé en deprecated. Et ça veut dire que il va falloir le remplacer dans vos programmes si jamais vous l'avez utilisé. Qu'est-ce qu'on a? Oui, par exemple, le print fiche type, fiche titre, c'était très utilisé. Et maintenant, il ne faut plus utiliser, il faut utiliser le print, il faut faire le print de son côté et faire un lot de fiche titre à côté. Idem là pour le print titre qui est passé en des précatettes. Je ne savais pas qu'il existait celui-là. Ouais, il ne sert pas à grand chose. Qu'est-ce qu'on a de sympa? Il y a le print common footer. Ça, c'est pour afficher les pieds de page de Dolibar. Il y a plein de trucs JavaScript, jQuery qui sont à l'intérieur. En fait, le common footer, vous l'avez quasiment sur toutes les pages de Dolibar. Ah, on voit un petit truc. CurtPHP. Alors attention, hein, les déprécatettes, c'est pas lié à PHP 8. Hein. C'est lié aux fonctions de Dolibar. Ça, c'est des fonctions de Dolibar qui sont mises en déprécated. Alors attendez, je vais essayer d'en retrouver quelques-unes. J'en ai vu quelques-unes au début. Voilà, le Dolphish Hunt par exemple, qui va être remplacé par le... Bon, ça j'ai fait le tour hein, dans mes modules. Je le fais de temps en temps. Ça prend un peu de temps, mais ça va. Checkval par exemple, je ne savais pas qu'il était déprécated. Bon, ça va être un truc qu'il va falloir que je vérifie de mon côté. Maintenant, ça s'appellera SanitySval. Ok. Bon, pourquoi pas. Beaucoup de... Donc, comme je le disais, beaucoup de fonctions natives. Beaucoup de choses qui commencent par dol, quelque chose se trouve là-dedans. Dol get date, par exemple, qui est pour récupérer la date. Le fameux dol include once. Alors celui-là, il est vachement utilisé. En fait, quand vous faites... Alors, vous ne l'avez pas dans les modules natifs de Dolibar. Vous voyez, dans les modules de Dolibar, vous avez toujours des require once parce que les modules vont taper dans le dossier htdocs directement. Mais dans les modules que vous développez, en fait, ils peuvent se trouver soit dans le dossier custom, soit dans le dossier htdocs. Et c'est le dol include once qui vous permet justement de vérifier s'il est présent dans l'un ou dans l'autre. Et dans ce cas-là, il va utiliser le bull pass justement pour vérifier s'il est présent dans le document rousse. Si c'est le cas, c'est super. Et si ce n'est pas le cas, il va aller vérifier dans le dossier custom. Je ne sais pas où c'est que c'est montré dans ce code. C'est ce qui fait justement que quand il ne trouve pas le dossier, le fichier, il va le dire qu'il se trouve dans le dossier htdocs. Bon, ça fait partie des petites choses moyennement sympas, mais bon, voilà. On a énormément de fonctions là-dessus. Hein. Les escapes pour virer les balises HTML, pour concaténer une description. Le dol clone, par exemple, pour cloner des valeurs. Non, des propriétés. Bon, plein de petites fonctions. Faut pas toutes les connaître. Hein. Moi, je suis pas sûr d'en connaître un tiers. Même pas. Mais bon, il y a plein de petites choses qui sont... c'est la boîte à outils. Vous remarquerez que vous en avez beaucoup qui commencent avec un dol underscore. Et beaucoup qui commencent pas avec un dol underscore. C'est dol chmod. Donc, bon,
ça fait partie aussi de la dette technique de Dolibar. On a encore beaucoup de doll non underscorés et des get avec un underscore, des get sans underscore. Toujours un petit peu compliqué. C'est là où on va retrouver le fameux get post dont on a déjà parlé, qui permet de récupérer les valeurs soit qui sont arrivées sous forme d'un get, soit qui sont arrivées sous forme d'un post. C'est par là que ça passe. Le fameux $get et le $post, je ne sais pas où il est. Voilà. Il regarde d'abord le get et il regarde ensuite le post. C'est-à-dire si jamais vous avez un post, c'est le get qui prendra en priorité. Juste pour info. Il y a aussi toute la partie image. Typiquement, bon, le plus connu c'est IMG Picto. Parce que typiquement, quand on fait un IMG Down, c'est un appel de IMG Picto. Avec l'icône descente par exemple. Bon, la flèche par exemple. Bon, voilà. Dans ce cas-là, on appelle IMG Picto avec telle ou telle flèche. Mais bon, IMG Picto, c'est un peu la référence. Et tous les IMG qui sont à côté, bon, pour l'instant, ils sont présents. J'espère qu'un jour, ils vont disparaître parce que ça charge pour pas grand-chose. Is Mode Enabled, c'est une nouvelle fonction qui est apparue, alors je sais plus quand, mais bon, c'est ce qui permet justement de... C'est avec la version PHP 8 qu'ils ont sorti ça, parce que on avait beaucoup de bugs si on faisait un conf module en applet, donc ils ont mis en place ce système-là. Voilà, ça fait partie des petites choses. Pareil, le getDoll Global String, c'est une nouveauté. C'est pour vérifier si tel ou tel élément est présent et activé au niveau de la conf globale. C'est là où on va avoir en fait la variable $conf, c'est là où on va avoir toutes les variables globales propres à Dolibar en fait et au module. Donc c'est un peu la... généralement vous avez 3-4 noms de variables qu'on va revoir tout le temps. C'est $conf, $object, $langs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Conf objet langs. User, $user forcément. Voilà, c'est les 4 qu'on retrouve un petit peu tout le temps. Les 4 variables qu'on retrouve tout le temps. Ah, et $db, mais bon, c'est la base. C'est un peu normal. Bien. Donc cette fonction, oui, ce fichier des fonctions est vraiment très complet. C'est là où on a le plus de choses. File, c'est tout ce qui a trait aux fonctions liées aux manipulations de fichiers. Une qui est intéressante, alors je ne vais pas m'étendre dessus aujourd'hui, c'est le PDF-lib qui va contenir tout ce qui a trait à la gestion des générations de PDF. C'est là où on a toutes les petites fonctions de génération des PDF. Il y en a pas mal. Donc ça fait partie des petites choses qu'il faut voir et connaître aussi. Dans les trucs sympathiques, fonction 2, c'est en fait quand ils se sont rendus compte que fonction lib était un peu trop gros, ils ont créé une fonction 2, mais il n'y a pas grand chose dedans, ça évolue pas des masses. Admin lib, celle-là est pas mal, c'est ce qui va permettre de gérer en fait les fonctions d'administration. C'est là-dedans qu'on retrouve les comparaisons de versions pour savoir si c'est du bêta. C'est des fonctions qui ne sont pas dans la classe d'administration, mais bon, elle est là. Ah oui, petite subtilité que j'avais oublié de préciser. La gestion de l'administration utilise une classe. On pourrait s'attendre à qu'elle soit dans le core class. Ben non, elle est là. Elle est. Alors, je sais pas si je. C'est. Doc. Pourquoi je l'ai. Alors, attendez, si je trie par la taille, est-ce que je la verrai? Enfin, je suis pas au bon endroit. Taille.
Toc. Voilà. Là, on a un truc qui s'appelle module.php. Et c'est ce truc-là qui contient la classe... Non, alors attendez, il y a un truc qui va pas. Je me suis planté ou quoi? Il y a une classe qui est propre à la gestion des administrations et de mémoire et dans le dossier admin. Mais je me trompe peut-être. Ah non, c'est pas là. Je vous ai dit une bêtise. Oubliez ce que j'ai dit. C'est pas à cet endroit-là. C'est un autre élément qu'on va voir juste après. Alors, là, on a le module standard. C'est là où sont définis tous les menus des modules natifs. Dans la bibliothèque ld.lib. C'est là qu'on va retrouver... hop. Voilà. Je vais juste... voilà. Le printf ld menu, c'est ce qui va remplir tous les menus natifs de Dolibar. Donc là, on a par exemple le getleft menu bank, ça va charger le menu pour le menu principal banque, etc., etc. Et donc, ensuite, on va avoir, je vais juste, voilà, par exemple, le home, le dossier, le menu home tel qu'on le voit ici, avec tous ces menus à gauche, se charge ici. Donc là, on va voir, par exemple, module, setup, menu, traduction, valeur par défaut, les box. C'est ce qu'on a en fait. Vous voyez ici, c'est tous les menus qui sont ici. D'ailleurs, bon, ce truc c'est un peu... Alors, très clairement, ça fait partie aussi de la dette technique de Dolibar. En clair, on a un fichier qui contient tous les menus, alors qu'on devrait avoir ça proprement dans une base. Il faut savoir qu'il y a une base qui contient les menus, mais c'est en fait uniquement les menus des modules additionnels. Un jour, il faut qu'on s'occupe de virer ce truc-là, mais pour l'instant, c'est toujours pas le cas. C'est toujours présent. Par exemple, là, c'est le menu des tiers. Et donc là, on a, par exemple, s'il y a des fournisseurs, il va rajouter les deux menus associés aux fournisseurs. Bon, ça fait partie de la, j'allais dire de la dette technique de Dolibar, mais oui, clairement, là, on a pas mal de petites choses qui sont présentes. Ça en est tout là-dessus. Généralement, on ne va pas trop toucher là, vu que par défaut, quand on crée ses propres menus, on va les créer dans le mode quelque chose. On verra ça. Je pense qu'on verra peut-être tout à l'heure. Je ne sais pas encore. Bref. Donc on a vu les modules. Il nous reste 3 sous-dossiers. Le sous-dossier module est un sous-dossier qui contient énormément de choses. Parce que c'est là où on va retrouver en fait toutes les déclarations des modules natifs de Dolibar. En clair, quand vous ouvrez, enfin vous savez, alors non vous ne le savez pas, dans Dolibar vous avez par exemple le module des commandes. Le mode commande class, c'est ce qui va permettre de paramétrer le module. En fait, c'est le fichier où on va retrouver toutes les informations liées au module, à savoir sa version, donc là on dit que c'est une version pour Dolibar, c'est facile. Typiquement, de quel module il dépend? Typiquement, si vous l'activez, enfin vous ne pouvez pas l'activer si le module société n'est pas actif. Parce que comme pour faire une commande, il faut qu'il y ait les sociétés, voilà. Là, on va retrouver tout un ensemble de constantes. Là, on va retrouver les box. En fait, dans ce fichier, on va avoir
toute la description des commandes. Bon, j'y reviendrai normalement demain. Et il y a énormément de choses à dire en plus par rapport à un module classique. Et on regardera justement le module commande, donc c'est très bien. Mais c'est là où on va avoir tous les droits, créer telle ou telle chose, tous les exports, et on regardera les fonctions d'export et import des modules sont définis dans le fichier mode. Tout ce qui a trait typiquement aux init. Ah bah tiens, j'avais pas vu ce truc là, je savais pas qu'il y avait un delete. Ah, celui-là je le connaissais pas, je viens d'apprendre quelque chose. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà, en fait on a tous les programmes qui permettent d'activer les modules sont ici. Et c'est là où, en fait, dans ce fichier mode quelque chose, c'est là où on va voir la structure de ce que fait un module. En clair, c'est un peu la fiche d'identité de tous les modules. Donc, tous les modules natifs sont ici. Et en fait, tous ces modules utilisent une classe qu'ils extendent, la Dolibar module, qui est non pas dans le dossier classe tel qu'on se l'attendait, mais dans le dossier core module, Dolibar module. Et donc, il est ici. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. On a un module, une classe de modules, des modules Dolibar qui est dans le dossier Dolibar module. Ça n'a pas bougé. Normalement, il devrait se trouver dans le dossier classe du corps, mais et dans le dossier module. Bien. Donc, on a tous ces fichiers associés au module, mais on a aussi tout un ensemble de dossiers qui va contenir les fichiers qui permettent de créer les numérotations et les documents pour chacun des modules. Par exemple, pour commande, on va retrouver marbre et saphir. Et quand on va regarder dans le module commande, marbre et saphir, c'est les gestions des numérotations des commandes. Donc les systèmes de numérotation sont stockés dans le dossier module commande. Et ça, c'est vrai aussi pour les modules que l'on développe. Dans le corps module du module qu'on développe, on va retrouver les fichiers de numérotation à cet endroit. Soit marbre et saphir, généralement, on en a toujours deux. Généralement, parce qu'on peut en avoir plus des fois. Un qui permet d'avoir la numérotation automatique, un qui permet de faire sa propre personnalisation de numérotation. De la même manière qu'on a les modèles de numérotation de commande, on a dans ces dossiers un dossier doc où on va retrouver les documents que l'on va pouvoir générer pour les différentes pièces. Donc ici, on va retrouver par exemple les trois types de commandes comment ça s'appelle pour les commandes, les trois types de PDF pour les commandes, Eratosthène, Proforma et Einstein. Eratosthène, c'est un récent. Au départ, c'était l'ancienne version. Einstein, c'était l'ancienne version. Et on a aussi la génération de l'ODT. Et l'ODT, j'en ferai aussi une petite partie. Ça sera pour une prochaine présentation. Quand on regardera la génération des PDF, on fera aussi un petit laïus sur la génération des ODT. Bon, je pourrais en dire plus. Normalement, bon, pour les modules, j'ai pas grand chose à dire de plus. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez tous les modules dont le dossier est ici. Même le module ticket, c'est bien, parce qu'avant il était dans un sous-module. Qu'est-ce que je voulais dire? Chaque sous-dossier a son propre... en fait, typiquement, quand on a un document supplémentaire, il va se trouver dans donc, commande et document. Et là, vous avez la numérotation. J'ai presque fini avec le corps. Il y a le TPL. Pareil, là, ça va être des includes de templates. Autant ici, vous aviez les actions, c'est-à-dire
le code qui ne générait pas d'affichage mais qui faisait des actions, par exemple d'enregistrer ou de construire les documents ou de faire des actions en masse. Dans TPL, c'est typiquement des choses qui sont propres au système, comme par exemple ajouter, éditer ou modifier un extra field. On va le retrouver dans les fichiers d'extra field. Par exemple, si je vais sur un... Alors, est-ce que je peux aller dans un admin extra field? Par exemple, comment fournisseur extra field, on a le include, le require qui va charger le correction extra field, et on a le même ici qui va charger la vue. Ici, on va avoir le chargement de l'ajout et le chargement de la modification, sachant que de toute façon, ça c'est des fonctions qui sont toujours pareilles. Donc typiquement, ça a été externalisé, et maintenant, donc on a bien, si je retourne dans mon corps TPL, on a bien ces trois-là qui vont nous permettre d'ajouter, d'éditer, de visualiser les extra fields. Vous remarquerez qu'on a aussi des petites choses ici sur les extra fields qui permettent alors le add et le edit ainsi que le view. Pourquoi c'est là ça? Je crois que c'est sur l'ajout des données, mais c'est bizarre. Je pensais pas que c'était là. Bon, c'est à vérifier. Le view, c'est au niveau des listes. En fait, l'extra field view, c'est ce qui permet d'afficher les extra fields au niveau des listes, si je me rappelle bien. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le footer et le header, ça c'est pour les en-têtes et les pieds. Là, c'est le print total, c'est au niveau des listes. Quand on a une liste, commerce, liste, le total, c'est la génération de cette liste-là. Ils vont totaliser les valeurs associées. D'ailleurs, si on fait... si je rajoute la TVA et leurs taxes, oui, il va faire le total pour chacune des colonnes. Pardon. On a aussi le prêt et le login TPL, si je me rappelle bien, c'est le template de la page d'accueil. Bon, ce truc-là va se rajouter petit à petit. Je pense que plus ça va aller, plus on va avoir des choses dans ce dossier TPL, et c'est pas plus mal. Ouais, deux trucs. Le Object Link Create et le Object Link View, c'est pour tout ce qui a trait à la modification et la visualisation des lignes. On a aussi le Edit qui est là. ADV Target, je ne sais pas ce que c'est une nouveauté. Bon, bonne question. Voilà, ensuite il nous reste les triggers. Alors je ferai un petit laïus là-dessus. Il faut savoir que les triggers qui sont ici ne sont pas de mémoire actif, il faut les activer. C'est ce qui permet de déclencher les actions, mais on regardera ça normalement dans le... comment ça s'appelle, demain, pour la création d'un module et typiquement comment rajouter des triggers. Il y a aussi un autre truc qu'on peut rajouter, c'est les substitutions. On regardera ça, ça peut être intéressant, c'est utile typiquement quand on est sur une commande. Les substitutions, ça permet d'indiquer combien on a d'enregistrements, enfin de lignes ou d'éléments présents dans un onglet. Bien, je suis arrivé à la fin de mon dossier corps. Comme je vous l'avais dit, il y en avait beaucoup plus à lire dans ce répertoire que dans les autres répertoires natifs de Devibar. On en a fini pour cette session. Je vous remercie de l'avoir écouté et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.